Merci d'être de retour pour la reprise des interventions de ce colloque COFAS Risque Pays 2013. Alors, pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre, la matinée a été consacrée aux économies avancées et au commerce mondial, avec, on l'a vu, un certain nombre de préoccupations liées au ralentissement de la croissance et aux politiques de rigueur budgétaire, des inquiétudes aussi sur le ralentissement du rythme de progression des échanges en raison d'un accès parfois difficile au financement et des mesures protectionnistes adoptées par certains États. Alors on va maintenant changer de perspective et de région, et un vent d'optimisme va, on l'espère, souffler sur cet amphithéâtre cet après-midi avec des débats consacrés aux pays émergents. Pour parler de la nouvelle donne, des nouveaux enjeux et de la nouvelle stratégie qu'appellent ces puissances émergentes, eh bien j'appelle à nous rejoindre sans plus attendre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Pierre Sellal. C'est à vous. Mesdames et messieurs, plus modestement tout d'abord, mon rôle sera d'essayer de vous aider à émerger des brumes post-déjeunatoires. Mais c'est aussi un privilège pour moi d'avoir l'occasion d'ouvrir cette séance consacrée aux pays émergents. C'est l'occasion aussi pour moi de rendre hommage à la démarche entreprise depuis plusieurs années par la COFAS à partir d'une réflexion partagée sur le risque pays qu'elle apprécie mieux que nul autre. La notion de pays émergent a été forgée à l'origine par les économistes. Elle est progressivement passée dans le champ politique pour décrire plutôt aujourd'hui l'affirmation sur la scène internationale d'un certain groupe de pays. Le phénomène de l'émergence, puisqu'il est qualifié ainsi par certains théoriciens des relations internationales, n'est ni simple ni univoque. Il est au contraire pluriel et divers, parce que les pays émergents ont chacun leur singularité et ne sauraient donc être traités diplomatiquement, politiquement et économiquement comme un bloc homogène, et parce que la diversité de tendances et de comportements qui les caractérisent implique des stratégies également diversifiées. Et c'est donc avec à l'arrière-plan ce double caractère, la réalité de l'émergence d'un côté, la diversité de ces manifestations de l'autre, que j'essaierai de traiter des trois thèmes que vous m'avez proposés. Quelle nouvelle donne suscite l'avènement des pays émergents sur le plan mondial? Quelles en sont les conséquences? Quels en sont les enjeux pour la France, mais aussi au niveau global, en particulier du point de vue de la régulation et de nos tentatives de régulation de la mondialisation? Et quelle stratégie, quelle politique, au pluriel, devons-nous mettre en œuvre face à ces pays et partenaires? La nouvelle donne. De quoi l'émergence est-elle le nom? Le phénomène a connu en réalité trois expressions à la fois parallèles et successives. Il est d'abord économique, il a enquis ensuite une dimension politique avec cette volonté d'affirmation politique que j'évoquais tout à l'heure, autour de quelques principes que ces pays ont en partage, et il conduit aujourd'hui à des tentatives de structuration et de coordination entre ces pays eux-mêmes. Phénomène économique, tout d'abord, ce sont des vérités d'évidence. Ce qui caractérise le groupe, pour autant qu'on puisse le qualifier de tel, des pays émergents, c'est d'abord un rythme de croissance très supérieur à celui des pays développés, croissance qui se traduit par une forte augmentation des exportations, des parts de marché mondiales en expansion, une élévation rapide du niveau de vie et de la consommation intérieure. Pour fixer les idées, mais vous le savez comme moi, au cours de la décennie écoulée, la croissance annuelle moyenne des BRICS et des autres pays émergents était de l'ordre de 4,5% par an, contre 1,15% pour les pays du G7. À l'intérieur de cette moyenne, des performances disparates. D'une part, le dynamisme continu et exceptionnel de la Chine, plus de 10% de croissance par an, de moindres performances dans d'autres pays, le Brésil par exemple, avec une moyenne de l'ordre de 3% de croissance par an. Cette accélération et ce décalage entre ce groupe et les pays développés entraînent deux types de bouleversements. Tout d'abord, un poids accru de ces pays dans le commerce international. Comme vous le savez, la Chine est devenue le premier exportateur mondial dès 2009. Le Brésil est brièvement devenu la 6e économie mondiale en 2011 avant de repasser l'an passé derrière le Royaume-Uni. Et la deuxième conséquence, ce sont
des mutations, des changements dans les équilibres internes à ces pays, au sein de ces sociétés, avec le développement d'une classe moyenne importante. Je crois que vous en parlerez tout à l'heure, au titre notamment des perspectives accrues que cela offre pour nos produits et nos exportations. Mais ces bouleversements internes sont aussi source de tensions, la perception et la réalité d'une augmentation des inégalités économiques et sociales, constituant une fragilité supplémentaire pour des gouvernements qui sont aujourd'hui contraints, c'est le cas en particulier en Chine, à atteindre une croissance minimale pour permettre le maintien du consensus social. Phénomène économique, disais-je, mais aussi, à partir du début des années 2000, une puissance acquise au plan économique que ces pays ont essayé de transformer en volonté d'affirmation politique. Une des premières expressions de cette volonté de se constituer en force politique a été la conférence de Cancun, en 2003, consacrée au commerce international, déjà aux négociations du cycle de Doha, qui a vu pour la première fois un refus opposé par un groupe de pays émergents mené par le Brésil et l'Inde à un compromis qui avait été, comme dans les exercices précédents de négociations multilatérales, élaboré par les États-Unis et les Européens. Et ceci de la part de ces pays émergents au nom d'une exigence centrale qui a eu plusieurs avatars et répétitions au cours des années suivantes, ne pas accepter que leur croissance économique puisse être bridée par des contraintes imposées de l'extérieur. Cette coalition des pays émergents s'est cristallisée au cours des années suivantes autour d'un corps de doctrine politique et d'une praxis diplomatique fondée sur quelques éléments: le respect de la souveraineté des États et son corollaire, l'attachement au principe de non-ingérence, la défense première des intérêts nationaux, l'aversion envers les interventions armées, y compris au nom de la responsabilité de protéger, une méfiance aussi vis-à-vis de toutes les politiques de sanctions économiques. Cette émergence politique s'est aussi, pour certains pays, accompagnée du développement d'une véritable stratégie d'influence politique vers l'extérieur. J'en donnerai simplement 3 exemples. La Chine, avec sa recherche de nouvelles zones d'influence, en particulier en Afrique, et sa volonté récente d'essayer de rayonner à nouveau à travers la langue et la culture. Un exemple très parlant, le premier institut Confucius a été ouvert en 2004. Il y en a aujourd'hui 360 dans 105 pays. Deuxième exemple, la Turquie, qui, en complément de ses alliances occidentales, à laquelle elle ne renonce pas, cherche à renouer avec son hinterland politique et économique, cet hinterland étant constitué par les républiques turcophones d'Asie centrale pour l'essentiel, et à redevenir, avec d'ailleurs des fortunes diverses, la diplomatie turque ayant connu succès et infortune ces dernières années, mais l'ambition est bien là, redevenir un acteur régional au Proche et au Moyen-Orient. Et puis le Brésil, qui se conçoit, se présente, se vit, se proclame comme le fer de lance d'un modèle social de développement original et qu'il essaye de promouvoir à travers le monde. Pour davantage peser aussi dans les relations et les négociations internationales, à la fois sur les plans économiques et politiques, les pays émergents ont cherché à s'organiser, à se constituer en force structurée ou à tout le moins coordonnée. Cette volonté s'est manifestée notamment lorsque s'est réuni pour la première fois un sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, en 2009, sous l'égide alors de la Russie. Ces sommets ont eu quelques répétitions, presque toujours une forte visibilité médiatique, mais en réalité ont peiné à déboucher sur des projets communs substantiels. D'une part, du fait d'une surestimation certaine par ces pays de leur capacité d'entraînement au plan diplomatique. Je pense par exemple à l'échec de la tentative diplomatique turco-brésilienne sur le nucléaire iranien, qui n'avait pas réussi à bouger les lignes sur ce dossier difficile, et d'autre part aussi du fait des rivalités qui demeurent entre les grands émergents. Un des bons témoignages de ces divergences et de cette difficulté à trouver des points d'accord avait été l'absence d'entente, vous vous en souvenez, sur un candidat commun du Sud ou des pays émergents lors de la désignation en 2011 du directeur général du FMI
aucun consensus n'ayant pu être réuni par ces pays autour de la candidature mexicaine. Au total, donc, ces rapprochements, ces tentatives de coordination, de structuration, se traduisent à mes yeux davantage par l'affirmation d'une capacité de résistance, de blocage, au mieux d'abstention, que par une véritable force de proposition alternative. Et je pourrais citer plusieurs exemples de cet état d'esprit et de ces manifestations, comme en particulier les positions très souvent précautionneuses, gardées ou restrictives qu'ont tenues l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, dans le contexte des printemps arabes au Conseil de sécurité des Nations Unies dont ils étaient membres, abstention du Brésil et de l'Inde lors du vote de la résolution 1073 sur la Libye en 2011, leur indignation lors des opérations de l'OTAN en Libye, l'abstention de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud sur la première proposition de résolution sur la Syrie en octobre 2011. Tel est le fil conducteur de ces positions. Ce qui fait qu'en définitive, l'image qui s'impose au plan politique, au-delà des grandes lignes de force économiques et politiques communes à ces pays, c'est la diversité de leurs attitudes, de leurs comportements, qui correspond tout simplement à la diversité de leur situation. Il y a d'un côté les grands émergents ou réémergents historiques, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, et les plus petits qui se sont développés plus récemment, de la Colombie à l'Indonésie. Et il y a aussi les divergences d'intérêts qui sont notables en fonction des régimes politiques, des modèles de développement, des structures économiques. Au regard de cette réalité de l'émergence, quels sont les enjeux pour la France et pour les pays développés? Le premier enjeu et le premier objectif de notre action politique et diplomatique, c'est de rechercher la plus forte implication possible des pays concernés. Implication veut dire inclusion, inclusion dans le traitement des affaires du monde et les enceintes du dialogue, qui s'impose d'évidence, parce que ce sont des pays qui représentent aujourd'hui 40% du PIB mondial, ou autre manifestation de leur développement, avec une consommation d'énergie qui, au total, depuis 2008, est supérieure à celle des pays de l'OCDE. C'est tout le sens de la création du G20 en 2008, à l'initiative de la France, comme vous vous en souvenez, alors que le G7 ne représentait plus, après la crise financière, que moins de la moitié du PIB mondial et ne disposait plus dès lors de la masse critique et de la légitimité politique nécessaire pour prétendre décider seul sur les grandes questions économiques et financières. Recherche d'inclusion, recherche de participation, recherche d'implication, c'est également l'inspiration de l'élargissement en cours de l'OCDE que nous soutenons. C'est aussi l'objectif que nous poursuivons avec des succès divers, pour ne pas dire davantage d'échecs que de succès, lorsque nous cherchons à intégrer davantage les positions des émergents dans les grandes négociations internationales, comme celle sur le climat. Cette implication, cette recherche d'inclusivité, elle a une contrepartie, c'est la responsabilisation. À nos yeux et à ceux de nos partenaires européens et du G7, a un poids accru dans les enceintes multilatérales, a un poids accru dans le monde au plan politique et économique, doit correspondre, de leur part, une plus grande prise de responsabilité et une contribution accrue au traitement des grands dossiers internationaux. Mais comme je l'ai déjà observé, la mise en œuvre de cette équation est difficile et en porte témoignage également les crispations successives constatées dans le cadre des négociations du cycle de Doha, les difficultés que nous rencontrons de manière persistante dans celles sur le climat, même si ces difficultés ne procèdent pas seulement de la position des pays émergents, ou les problèmes rencontrés depuis 18 mois dans le fonctionnement du G20 et sa capacité à effectivement décider. Pourquoi? Parce que ce qui continue à inspirer fondamentalement la position dans ces enceintes des pays émergents dans leur ensemble, c'est la défense des intérêts nationaux, c'est le souci de n'entraver en rien le chemin de développement, ce sont ces traits de tempérament et de caractère qui continuent à l'emporter sur l'esprit de compromis qu'appelle la participation aux responsabilités, même si cet esprit de compromis n'a pas toujours été à l'ordre du jour des réunions de l'ancien G7 ou du G8. Le troisième enjeu, c'est la remise en cause de la place, la remise en cause du statut des pays développés sur la scène internationale. Et de ce point de vue, la crise de la zone euro, dont vous avez parlé ce matin,
a été incontestablement vécu et perçu par de nombreux émergents, à la fois comme le signe d'un déclin, celui de l'Europe et des vieilles puissances, et comme un risque mettant en péril leur propre croissance. C'est la raison pour laquelle, au-delà des discours vertueux sur la nécessité pour la zone euro de se redresser par elle-même, c'est la position fondamentale des pays émergents, c'est celle également qu'ils ont tenue dans les discussions au sein du FMI, l'ensemble de ces pays, à quelques très rares exceptions, n'a pas manifesté une très forte volonté de contribuer, d'une manière ou d'une autre, à l'amélioration de la situation économique mondiale, que ce soit par des actions en faveur de la croissance ou une correction de leur propre déséquilibre économique. On observe une même attitude revendicative, voire contestataire, en matière d'accès aux technologies et au savoir-faire. Les entreprises ici présentes en sont les premiers témoins. Pour beaucoup de ces pays, le libre accès ou le libre transfert des technologies ou le libre accès au savoir-faire sont des exigences de base, en contrepartie de l'investissement ou des échanges, et cela dans le but de développer des capacités autonomes, des capacités nationales, notamment en recherche et développement. Le quatrième et dernier enjeu que je mentionnerai concerne notre capacité à organiser les échanges au plan multilatéral. Nous vivons un certain éclatement du monde et de la scène internationale, et cet éclatement se traduit au plan commercial par trois évolutions parallèles. La première, c'est une difficulté grandissante de la régulation multilatérale, illustrée encore une fois par l'échec du cycle de Doha. La seconde, c'est une défense des intérêts nationaux qui confine parfois au protectionnisme, vous l'avez évoqué tout à l'heure à propos de la séance de ce matin. Et en même temps, même si c'est paradoxal, une recherche d'intégration régionale et de conclusion d'accords de libre-échange régionaux, bilatéraux, pour créer des marchés suffisamment larges et mieux peser dans la définition des normes. Et face à ces évolutions parallèles, l'Union européenne, pour sa part, se trouve aujourd'hui dans une position asymétrique. D'un côté, première économie mondiale, premier marché, de loin le plus ouvert, elle peine à bénéficier dans les pays tiers des mêmes avantages que ceux qu'elle offre aux entreprises de ces pays tiers. Et je crois que la question de l'accès au marché public en est le meilleur exemple. Il démontre la nécessité de développer au niveau européen des instruments offensifs. La Commission, comme vous le savez, a présenté une proposition de directive à cet égard l'an passé. Les travaux au niveau du Conseil et des États tardent à se concrétiser. C'est une importante priorité des mois qui viennent. Quelle stratégie par rapport à ces défis et par rapport à ces dynamiques contrastées? Très schématiquement et très rapidement, j'évoquerai les 4 ou 5 lignes d'action qui sont les nôtres, qu'encore une fois, il s'agit de moduler, d'adapter en fonction de chaque situation. J'insisterai d'abord sur le caractère primordial de la relation politique avec chacun des pays concernés. Beaucoup dépend de la qualité, de la densité de cette relation politique si nous voulons renforcer notre présence et notre attractivité. Et pour ce faire, l'action publique, et en particulier celle de mon ministère, porte dans 3 directions. D'abord, nous devons être beaucoup plus présents dans ces pays. Nous devons développer notre capacité de compréhension, d'analyse, d'approfondissement des liens de toute nature avec les autorités, les élites, la société, les divers milieux de ces pays. Ça appelle un renforcement de nos moyens. Ça signifie, dans les temps difficiles que nous connaissons, les redéploiements nécessaires au détriment d'autres régions du monde. Cet investissement politique doit ensuite se traduire par la mise en place de structures de dialogue bilatéral qui nous permettent de jouer de notre valeur ajoutée, à savoir la multiplicité des domaines de coopération et de relations. Ce que nous devons essayer de faire, c'est mettre en synergie l'ensemble des outils dont nous disposons, politique, économique, sécurité, défense, culture, afin de renforcer nos positions et de renforcer également celles de nos entreprises et tisser des liens plus solides. C'est ce que nous entreprenons de faire depuis une bonne dizaine d'années. C'est le sens des partenariats globaux ou stratégiques qui ont été développés à partir du début des années 2000. L'Inde a été dans une situation de précurseur à cet égard, puisque cette structure a été créée dès 1998. Ensuite,
La Chine a suivi en 2004, le Brésil en 2006, l'Afrique du Sud en 2008, l'Indonésie en 2009, plus récemment encore le Nigeria, le Kenya ou les Émirats arabes unis, où le président de la République s'est rendu la semaine dernière et a confirmé le lancement d'un partenariat stratégique complet. Cet engagement politique se traduit d'abord par des contacts politiques au plus haut niveau, mais par une multiplication du dialogue à tous les niveaux. Troisième investissement politique, un dialogue renforcé avec chacun de ces pays au sein des organisations multilatérales, au sein des enceintes de négociation, Nations Unies, G20, conférence sur le climat, car l'enjeu, c'est à la fois de manifester une attention et une considération pour les positions de ces pays, et aussi d'essayer le plus loin possible dans l'inclusion et la prise de responsabilité de ses partenaires. C'est au nom de cette logique que la France continue à plaider en particulier pour un élargissement et une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin qu'il soit ouvert à de nouveaux membres permanents et non permanents, et en particulier afin qu'on puisse y intégrer des pays émergents de chaque continent, y compris l'Afrique. Donc, investissement politique. Deuxième ligne d'action, le renforcement dans chaque pays émergent de notre image et de notre attractivité. L'objectif est simple, attirer un plus grand nombre de chercheurs, d'investisseurs, d'étudiants, de représentants du monde économique ou tout simplement de touristes. Un ou deux exemples. Les étudiants tout d'abord. La France aujourd'hui est le 4e pays d'accueil pour les étudiants étrangers dans le monde, un stock d'étudiants étrangers de 290 000 étudiants. C'est aujourd'hui la première destination non anglophone pour les étudiants du monde entier. L'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer dans cette population étudiante la place des étudiants en provenance d'Asie, qui ne représentent aujourd'hui que 16% du total, d'Amérique du Sud, 8% seulement, ou encore d'Afrique, 21%. La situation actuelle, c'est la moitié de nos étudiants étrangers viennent d'Europe ou du Maghreb. Pour autant, dès aujourd'hui, et ce phénomène s'est produit en quelques années, la Chine est devenue en flux le premier pays d'origine des étudiants venant en France, environ 10 000 étudiants par an, contre 7 000 par exemple pour les États-Unis ou 7 000 pour le Maroc, qui a longtemps été le premier pays de provenance des étudiants étrangers en France. Et au-delà de cet objectif quantitatif et de cette diversification géographique en direction des pays émergents, nous devons progresser dans la promotion de nos offres de formation spécifiques, scientifiques, technologiques, par exemple dans des domaines liés de près à nos objectifs exportateurs. Je pense au secteur des transports ou je pense à l'énergie nucléaire. Deuxième exemple, la politique des visas, qui peut et doit devenir un véritable instrument d'attractivité et ne pas être simplement un outil sécuritaire de contrôle de l'accès au territoire national. Je donnerai un exemple de la productivité d'une politique plus intelligente des visas. L'an passé, à Shanghai, pour faire face à une très forte demande et pour éviter que les ressortissants chinois demandeurs de visa se tournent vers les autres consulats présents à Shanghai, les autres consulats des pays Schengen, nous avons renforcé marginalement nos effectifs en obtenant de la direction du budget la création d'emplois supplémentaires. 4 emplois supplémentaires en 4 mois, l'effet a été immédiat, délivrance de 20 000 visas supplémentaires, ce qui représente d'ailleurs plus d'1 million d'euros de recettes de visas pour le budget de l'État, une augmentation spectaculaire du taux de remplissage des avions d'Air France entre Shanghai et Paris, et un gain estimé pour notre économie qu'on peut évaluer entre 15 et 50 millions d'euros, compte tenu de l'évaluation que l'on fait traditionnellement du panier moyen du touriste chinois en France, évalué entre 500 et 1 200 euros par déplacement. Voilà une bonne manière d'utiliser un instrument traditionnel à des fins d'attractivité. Enfin, troisième élément de cette stratégie, la mobilisation de notre diplomatie économique dans son ensemble. Je crois que vous avez tous analysé les résultats et les enseignements de l'enquête effectuée par la Direction du Trésor à la fin de l'année dernière, à la demande de Mme Brick, qui a montré que le potentiel d'exportation vers les pays émergents d'ici 10 ans sera à peu près égal à celui représenté par les perspectives d'exportation vers les pays développés.
Et je crois que la démarche qui a été menée, consistant à identifier des couples secteurs-pays, dont vous connaissez les domaines et les cibles, est une démarche intéressante et pertinente pour le développement de notre commerce courant. Au-delà du commerce courant, je suis pour ma part convaincu, à l'expérience de la relation politique bilatérale avec chacun de ces pays, qu'il reste indispensable de poursuivre une politique active de promotion des grands contrats, non seulement parce qu'ils représentent 15 à 20% de nos exportations dans la plupart des pays émergents, mais aussi parce que le grand contrat, par les technologies mises en œuvre, constitue un identifiant très fort de notre pays, parce qu'il entretient l'image que nous cherchons à promouvoir, parce qu'il peut favoriser la création de partenariats à long terme et parce qu'il peut être dès lors un soutien au développement du commerce courant. Et dans ce monde de compétition exacerbée qui est celui de nos relations avec les pays émergents, nous devons, plus que jamais, autorités publiques comme entreprises, jouer collectif, c'est-à-dire qu'il vous appartient, il appartient aux entreprises d'offrir produits et services les plus performants, et il nous incombe de mobiliser les politiques et les mesures d'accompagnement optimales, notamment en matière de formation ou de partenariat technologique. Attraction des investissements en France, attraction des investissements des pays émergents en particulier, c'est une des clés de la construction de partenariats durables. Nous sommes encore en déficit à cet égard. 6% de nos investissements étrangers proviennent aujourd'hui des pays émergents. Nous devons à la fois manifester un esprit d'ouverture, ouverture politique, ouverture réglementaire, ouverture fiscale, et proposer des instruments propres à favoriser le meilleur ciblage de ces investissements. Je crois qu'il y a nécessité de proposer à chaque fois les instruments les plus adaptés. Je reviens encore à l'exemple des Émirats arabes unis, puisque nous avons proposé, le président de la République a proposé à ses interlocuteurs émiriens la semaine dernière, et qu'ils ont marqué leur accord, la création d'un fonds commun franco-émirien pour concrétiser ces opportunités d'investissement mutuellement profitables dans des secteurs correspondant à l'intérêt mutuel. Enfin, dernier point, la diplomatie économique, c'est aussi, face aux enjeux de l'émergence, le besoin d'une régulation efficace, fondée sur un principe simple en matière commerciale, faire en sorte que les échanges se développent à armes égales, sur la base du juste échange et sur la base d'un principe de réciprocité. C'est un point de débat important, y compris entre pays développés. C'est néanmoins une exigence très forte, et c'est celle qui inspire notre politique européenne dans ces secteurs. Plus que jamais, nous devons, au niveau européen, veiller à mettre en place les instruments nécessaires au plan défensif, à travers notamment les procédures anti-dumping ou l'application effective des normes, et au plan offensif, avec des mécanismes propres à assurer une réciprocité effective dans l'accès au marché. J'ai évoqué tout à l'heure l'exemple des marchés publics, et c'est également les principes que nous aurons à l'esprit dans les négociations qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et prochains mois, à la fois pour finaliser certains accords de libre-échange avec le Japon ou avec le Canada, voire pour définir des mandats de négociation pour d'autres. Le cas des États-Unis sera discuté dans les prochaines semaines. Un dernier point à propos des normes. Je crois que nous devons aussi nous employer à faire partager ce besoin de règles et de normes par les pays émergents eux-mêmes, tout simplement parce que leur propre économie aura un besoin grandissant d'instruments de régulation et de protection des droits. C'est une affaire de pédagogie. Nous avons commencé à l'entreprendre, y compris sur un sujet aussi difficile que la propriété intellectuelle avec la Chine, et il y a quelques premiers résultats. Mesdames et messieurs, je conclurai mon propos simplement en évoquant ou en soulignant deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est le refus des émergents d'être qualifiés comme tels. C'est le rejet du concept par ceux qui se le voient imposer par d'autres, tout simplement parce qu'ils contestent aujourd'hui notre prétention, notre capacité prescriptrice. Certains d'entre eux tiennent à continuer à s'afficher comme pays en développement, d'autres s'affirment déjà comme puissance établie, pratiquement aucun ne se présente et ne s'affirme comme pays émergent. Une fois encore, cet état d'esprit rend encore plus nécessaire la mise au point de stratégies différenciées tenant compte de la situation et des aspirations de chacun des partenaires. Le deuxième paradoxe de l'émergence, c'est que, par définition, l'émergence a un caractère passager ou provisoire.
l'état d'émergence n'est pas un état durable. Un pays émergent, sauf accident, finira par devenir un pays développé, finira par en partager les intérêts ou les préoccupations, mais aussi toutes les exigences dans les échanges économiques. À nous, là encore, de leur montrer que c'est bien avec cette perspective de réussite, de convergence, de parité, que nous concevons les relations avec eux. Je vous remercie.